Et raconte-nous un peu enfin, on dit toujours un peu la même chose, mais parce qu'il faut bien un point de départ à un moment donné, de savoir comment tu as construit ton projet, sur ce projet-là. Ben c'est un film qui vient après deux autres films. Je vais raconter ça, je crois, un peu au début. Donc, un premier film qui a été un moyen métrage qui était une proposition que Nico m'a faite il y a de ça nombreuses années maintenant. Et voilà, parce que quand Nico était à Paris, quand il n'était pas au Groenland, il partageait les locaux avec son frère Fred, qui est le producteur de mes films. Et donc on se fréquentait depuis quelques années. Voilà, on avait plutôt sympathisé sans vraiment parler de projets communs possibles. Et un jour, Nico me dit, voilà, j'ai trouvé un peu d'argent pour faire venir en France deux de mes meilleurs amis, qui sont chasseurs d'ours, dans un des villages les plus excentrés du Groenland, qui s'appelle Kuchlerswark. Et est-ce que ça t'intéresse de filmer leur venue en France et d'en faire un film? Et moi, je prends ça comme un cadeau inespéré et je lui dis, je me souviens très bien de ce moment-là, c'était un moment très fondateur pour moi. Et je lui dis, mais évidemment, merci de la proposition, mais est-ce que ça t'embête que je fasse pas un documentaire, mais plutôt une fiction? Et je me souviens très bien qu'à l'époque, il m'avait dit, mais en fait, c'est ça ça m'intéresse, je te laisse libre. Enfin, Ouais, bah en fait, c'est-à-dire, ouais, l'histoire, moi je fais venir Ouli et Adam, deux chasseurs d'ours qui n'ont jamais quitté Couche-leur-Soir. Couche-leur-Soir, c'est. Si vous trouvez que la Creuse c'est loin, t'as des années-lumière quoi, de Couche-leur-Soir, que le dernier bateau ravitailleur est passé il y a quelques jours. Le prochain bateau ravitailleur, il est au mois de juillet. Donc t'imagines un peu l'éloignement, et ces deux gars-là. À l'époque, je ne sais plus où il devait avoir 50 ans, et Adam, il devait avoir 33 ans. Il n'avait jamais quitté Couche-leur-Soir. Et comme, bon, il m'avait, voilà, la vie qu'on vit avec eux, il m'avait tellement rempli que je leur avais dit, j'ai trouvé l'argent auprès d'entreprises, je vous fais venir à Paris, je réalise 3 de vos rêves. Dites-moi ce que c'est. C'était vachement risqué quand même. Hein, quoi. Mais là, ils me disent, le premier, c'est on veut voir des arbres. Il n'y a pas d'arbres, hein. Couche-leur-Soir, c'est minéral. Les champignons sont plus gros que les arbres. Hein, quoi. Deuxième truc, on veut se baigner dans la mer. Évidemment, tu ne te baignes pas à Couche-leur-Soir. L'eau en permanence, elle est à -2, au plus chaud. Et troisièmement, on veut voir des animaux. Donc c'était une aventure incroyable, j'avais envie de garder un souvenir. Et puis il y a pas mal de chaînes de télé qui m'avaient proposé, ouais, on va filmer ça, on va les filmer. Et puis c'était horrible pour moi, d'un coup c'était un Indien dans la ville, quoi, tu vois. Et puis c'était mes potes, quoi. Je dis, je voulais pas de ça. Et je dis non. Et puis justement cette rencontre, mais cette idée absolument extraordinaire. Et moi je me souviens de ce que tu m'as dit, mais tu m'as dit, on va pas faire un film sur eux, on va faire un film avec eux. Et là je me suis dit, putain, il est trop fort ce mec, quoi. Et c'était vraiment une aventure absolument géniale. Et pour moi, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire. Quoi. Ouais. Et voilà, c'était exactement ça. C'est bien que tu relates ces trois choses qu'ils voulaient faire, parce que moi, du coup, quand tu m'as proposé ça, ils arrivaient, je crois, 3 semaines après ou ouais, et puis en 4 plus, semaines c'était après. comme ça, avec un budget, ouais, voilà. un budget évidemment. Zéro budget. Zéro budget, donc. Voilà. Donc c'est là où Fred est intervenu voilà. et a eu le courage de produire et de se dire faisons ça. Donc on a fait ce film-là. Donc j'avais pas écrit le scénario très très rapidement, et j'ai eu l'idée de faire participer 2 comédiens, Thomas Blanchard et Thomas Simeka. Voilà, et le film a été pour moi une expérience de dingue en fait. C'est un film donc, qui s'appelle Inupilu, qui est un moyen métrage. C'est qu'on a passé, figure-toi. Ah oui. Ouais, bon, ouais, qui a été programmé ici. Ouais. Très bonne salle. Non, mais il était programmé. Voilà. Et et pour la faire courte, à la fin d'Inupilu, je me souviens que c'était pas une réplique que j'avais forcément écrite, ou en tout cas que j'avais, ou alors peut-être que je l'avais écrite, mais en tout cas la parole est sortie de la bouche d'Adam. Il y a Adam qui est un des personnages d'Inupilu, un des deux Inuits et amis de Nico, qui propose à la fin du film, au moment où le film se finit, où ils vont se séparer, où eux vont partir à l'aéroport pour la suite de leur voyage.
et il lui dit, il invite les deux Thomas à venir dans leur village en fait, pour faire, voilà, moi je le prends comme comment dire, une proposition ferme de faire un deuxième film. Et 2 ans plus tard, on tourne Le Voyage au Groenland, Ouais. dans leur village, à Kuchlerschwark, ce village dont Nico vient de parler. Et donc un long métrage intégralement tourné là-bas. Et c'était, voilà, ça a été une expérience folle. Bon, dont on ne peut peut-être pas parler là aujourd'hui, mais à l'issue de ce film, moi j'avais qu'une envie. J'avais qu'une envie, c'était de refaire un film là-bas, d'y retourner, plutôt d'y retourner dans l'ordre. Et vu que le cinéma et la vie, pour moi, se mélangent totalement et que c'est très difficile de séparer les choses, je m'étais dit que si j'y retournais, ça serait pour un film. Et il a fallu 8 ans pour trouver le bon sujet. Enfin, j'ai fait quelques tentatives qui ont plutôt avorté. Et à un moment, voilà, le sujet de la fin de vie, c'est un peu imposé. Et quand le sujet est devenu très prégnant pour moi et très important, j'ai repensé au Voyage au Groenland, discussion qu'on avait eue avec toi, avec Oli, Martika, sur ce rapport à la mort qu'ils avaient. Et je m'étais dit que c'était ça le film qu'il fallait refaire là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces films, tu parles justement du sujet là qui est quand même la fin de vie et tout ça. Et dans l'histoire du cinéma, il y a tu vois, tu prends les films d'Imamura ou des films comme La balade de Narayama ou des choses comme ça et tout ça. Souvent, ce sont vraiment des cinéastes qui savent vraiment, comme toi, filmer la nature. Parce que là, il y a quand même un travail. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour amener le matériel aussi. Parce que comment ça se passe techniquement à ce niveau-là? Alors, je vais laisser Nicolas, la parole à Nico. Nicolas, parce que là, c'est c'est intéressant de savoir un peu. Ouais, il est crédité en tant que conseiller Groenland du film et régisseur. Et c'était bien plus que ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est des conditions très très difficiles pour tourner un film là-bas. Et sans toi, c'était absolument impossible. Alors en fait, pour répondre très pratiquement, donc j'ai emmené énormément, je pense que j'ai emmené tout le PAF français au Groenland, j'ai emmené plein de documentaires et tout ça. Un documentaire, c'est hyper facile à tourner. Bah oui. Parce que en général, tu as 2 guignols, et puis c'est tout, et puis voilà, t'as le son, l'image, enfin t'as pas grand chose, puis ce qu'ils cherchent c'est filmer, c'est facile à filmer un iceberg, c'est facile, une baleine, un ours, c'est pas très compliqué quoi. Mais filmer l'humain, putain, c'est pas la même limonade, c'est vraiment très complexe quoi. Filmer, justement, trouver, arriver, parler de la fin de vie, ici c'est quand même, c'est un sujet, c'est tabou, la vie, la mort, etc. Au Groenland, non, c'est vraiment pas tabou, au contraire, c'est quelque chose qui est très présent, de manière naturelle, etc. Et puis il y a toute cette partie, effectivement, purement technique, c'est que pour aller, là, alors d'abord on avait tourné le film qu'on a fait à Kuchlerschwark, ça a été un tel bordel qu'on s'est dit, non, attends, laisse tomber un deuxième, puis avec une plus grosse équipe, ouais, Kuchlerschwark, voilà, pour dormir, il y a ma maison. Bah ouais. Puis voilà quoi, tu vois, il y a 4 lits dedans, et c'est tout, il n'y a rien, tu peux pas louer un truc, tu peux pas loger 20 personnes, et même c'est problématique, hein, c'est pourtant un très grand village, hein, c'est un des plus grands villages du Groenland, mais 400 habitants, mais il est tellement reculé, il y a tellement rien au magasin, c'est-à-dire que tout d'un coup une équipe de 25 personnes, tu t'es couplé, tu es combien? Non, justement, on était beaucoup moins en fait, on était malgré tout, enfin pour le Voyage au Groenland, je crois qu'on était 12 et pour... Ici, on était 16. Ouais, voilà. Alors, mais même 16 personnes, c'est énorme dans un petit village comme ça. Tu prends de la bouffe, tu manges, il y a peu de ressources. Hein, donc déjà, gérer l'humain là, transporter des acteurs, waouh. Tu vois, tu te dis... voilà, il choisit Blanche Gardin, Philippe Catherine, quoi. L'autre, je le connaissais pas, mais... On s'est dit, waouh, la vache, au Groenland, au nord, là, il faut savoir que là où on a tourné, on a décidé de tourner parce que pour aller à Kuchlerschwark, il y a 1h30 d'hélicoptère, t'as pas d'autre moyen, si l'hélicoptère marche, il marche s'il fait pas trop froid, s'il n'y a pas trop de neige, s'il n'y a pas trop de vent. Donc, voilà. Donc en gros, t'as 1h30 d'hélicoptère, mais en général, tu tapes 3-4 jours de skidoo pour aller sur place. Donc bref, pour un budget comme ça, c'est juste pas possible.
Et donc on a décidé de tourner dans la grande ville du coin qui compte 1000 habitants à peu près. Et donc pour que ça soit plus simple, pour qu'on soit sûr d'arriver, c'est là où arrive l'avion, où termine l'avion. Enfin, tu prends quand même 5 avions différents pour arriver là, et où tu t'arrêtes, la dernière piste. Et là où techniquement on a pu avoir tout le matériel, je sais pas combien vous avez de kilos, mais c'est monstrueux, un tournage, même un petit tournage où vous étiez que 16, mais moi quand j'ai vu comment elle s'appelle, ta nana qui fait la lumière là, je sais plus, mais bon, et qui me dit, ça c'est mon matériel, quoi. Je dis, c'est une blague, quoi. Oh là là là, ouais. C'est juste pour la lumière, mais waouh, comment on va faire? Il y a une bagnole, dans le village. Voilà, tout est compliqué techniquement. En plus, on a eu énormément de problèmes de glace. Vous le savez évidemment, avec le réchauffement climatique, etc. La banquise, ça pose beaucoup de problèmes, elle est fragile. On ne peut pas emmener comme ça 16 personnes sur la banquise, donc la banquise est cassée, il a fallu qu'on utilise un bateau. Là, moi, total respect, franchement, sans déconner, ce tournage, des fois, je me suis dit, mais les mecs, ils vont péter les plombs, quoi. Ça fait une aventure. C'est une aventure dans l'aventure. Hein, exceptionnel, quoi. Enfin, Oui, parce qu'en fait, donc on avait décidé de ne pas tourner à Couche-leur-Soir que pour les raisons dont Nico vient de parler. Et du coup, le fait de tourner à Upernavik, on savait que, parce qu'a priori à cette époque de l'année, la glace était rendue à l'eau, et donc on avait prévu, vu qu'il y avait beaucoup de scènes sur la banquise, de prendre le bateau chaque jour pour aller sur des endroits du décor où la glace était sécure, quoi, en fait. Et sauf que peu de temps avant qu'on arrive, il y a eu une vague de froid assez forte, et la glace, enfin l'eau qui était rendue, qui nous permettait de naviguer, était était glacée, quoi, en fait. Mais pas suffisamment sécure pour qu'on puisse tourner dessus. Donc il fallait malgré tout faire le voyage en bateau. Mais le voyage en bateau qui devait durer 1 heure et demie, finalement durait 4 heures, parfois plus. Ouais. Et parce qu'il fallait passer entre les icebergs et surtout briser la glace pour arriver sur les plans sur les décors. Donc c'est pour ça que, enfin, pour revenir à ce que tu dis, c'est pour ça que il fallait pas partir avec n'importe qui là-bas. Il fallait bien s'entendre aussi. Il faut une bonne ambiance, il faut aussi. C'est important. Ah oui. Ça. Parce que là, tu peux pas avoir quelqu'un qui. Ça c'est vachement compliqué pour un tournage. Oui. C'est l'implication des gens humaines. C'est-à-dire que les Groenlandais, ils lisent directement dans le cœur. Hein. Ces gens-là, tu peux pas leur mentir. C'est un énorme gros mot au Groenland, c'est Sachlovork, ça veut dire mentir. Tu peux pas mentir à ces gens-là, ils te lisent directement. Voilà. Donc quand tu arrives pour tourner un film, il faut que tu sois vraiment sincère. Parce que c'est ça qui va être plus important. Il faut que ces gens-là aient confiance. Hein. Tu pars en bateau, comme Seb le dit, on part en bateau, il y a 20 km à faire. Hein. Il y a 20 km à faire. Puis la banquise, elle s'est déplacée, donc tu passes bateau, il casse la glace, bang, 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 ça passe pas, on part par-ci, par-là. On termine le tournage, il est 22h, on rentre dans le bateau. Heureusement, les acteurs, ils ont mis 45 minutes pour rentrer. Puis nous, voilà, on est au fond de la cale du bateau, puis bang, ça tape, bang, bang, tout le bateau qui fait comme ça. Bang, bang, les gars qui commencent à mettre du hard rock à fond, blam, blam, pour péter la glace. Et puis, je vais voir mon pote qui est le commandant du bateau. Et je dis, mais dis donc, là, il est déjà à minuit, là, tu penses qu'on arrive dans combien de temps? On me dit, pour 12 heures encore, quoi. Voilà, tu dis, merde, voilà, et puis alors tout le tournage, je dis, bien, prévu, tout le tournage qui était prévu. Et puis... Tu fais pas un apéro de tournage après, hein. Non, c'est ça. Non, c'est très compliqué, c'est pour ça que l'équipe était un peu prévenue, même si on soupçonnait pas que ça allait être aussi compliqué. Mais les comédiens, on les connaissait pas, ils n'avaient rien demandé, et donc ils ont été assez exceptionnels, en fait, c'est-à-dire qu'ils se sont jamais plaints, et ils ont été extrêmement courageux, c'était des conditions très difficiles, mais je pense, enfin je dis tout le temps ça, mais je pense que ces difficultés-là nous ont soudés, et bizarrement, ça donnait un enjeu au film et comment dire, ça rejoignait le sujet du film et son importance. On avait l'impression, au fur et à mesure, à partir du moment où on a commencé le tournage au Groenland, après le Jura, il y avait ce sentiment qu'on était là pour de bonnes raisons, quoi, et qu'il fallait tenir. T'es originaire d'où, Nicolas?
Moi, je suis à Parigot, quoi. 17e. Qu'est-ce qui a fait un moment dans ta vie que tu t'installes là-bas au Groenland? Voilà, vous avez un... On a du temps. temps. Non, en fait, c'est très progressif, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé les expéditions, j'avais 18 ans. Je suis parti, j'ai fait Vancouver, Anchorage en kayak. Et puis j'ai enchaîné les expéditions là, comme ça énormément. Puis je suis parti pour voir des baleines au Groenland. Pareil, kayak, ski, etc. J'ai enchaîné les expéditions. Puis à chaque fois, on me disait, par exemple, je suis commencé au sud du Groenland, puis je suis allé un petit peu plus au nord. J'avais toujours envie d'aller un peu plus au nord. À chaque fois, on me disait, attends, là-haut, fais gaffe quand même, etc. Et j'arrive à Upernavik, je fais des expéditions à Upernavik. Et je rencontre le maire d'Upernavik et je lui dis tiens, j'ai envie d'aller Kuchlorswark. Le maire d'Upernavik qui est un Groenlandais, tu vois, il me dit waouh, là, Nico, là, va pas là-bas, là, c'est des arriérés, c'est des débiles mentaux, laisse tomber. Et moi je dis évidemment on te dit ça, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Voilà. Et puis le gars il me dit bon, vas-y, tu verras par toi-même, mais surtout ne mange pas ce qu'il mange. Tu vois, c'est encore des régions hyper tradies où ils mangent les mergules faisandées dans la graisse de phoque, etc. Des trucs qui te rendent malade comme un chien en quelques secondes. Et en fait, là-bas, tu veux, et je trouve que, tu vois, le film, par exemple, pour moi, il raconte quelque chose d'énorme. C'est ce process qu'on a de dire, tu pars en expédition, d'abord c'est ton ego. C'est l'ego de Colline, quoi, tu vois, de dire, voilà, je vais partir à ski, je fais mes voyages tout seul, je fais le pôle Nord à ski tout seul, etc. C'est un melon comme ça, hein, pour faire ces trucs-là. Et puis après, tu vas pour les paysages, et puis tu vas pour les animaux, parce que des beaux animaux. Et puis à un moment, tu rencontres l'humain. Et là, pour moi, comme pour Colline, c'est une claque phénoménale. Tu vois, elle part toute seule chercher son Krivitop. Et son problème de fin de vie et tout ça. Et là, les gens que tu vas rencontrer, tout d'un coup, c'est des gens qui qui sont à contre-pied de ce qu'on est, quoi. Et tout d'un coup, tu tombes amoureux, tu vois. Et effectivement, être là-bas, pour moi, c'est aussi un équilibre énorme et une chance, tu vois, avec Sébastien, de faire le lien et d'essayer d'apporter cette culture qu'ils ont. Ce regard, voilà, c'est un beau jour pour mourir. Effectivement, tu vois, cette société où le groupe prime sur l'individu jusqu'à la mort. Quoi. Tu vois, donc j'ai été envoûté, quoi, par ça. Est-ce que c'est la mort que vous choisirez? Lui ou moi? Vous deux. Ah bah tiens, vas-y, réponds. Super. En tout cas, quand ce sujet est devenu... Enfin, moi, je considère ce sujet comme le peut-être... En tout cas, l'un des sujets les plus importants de la société contemporaine, en fait. Le choix de sa propre mort, quoi. Et donc, c'est évidemment des questions que je me pose. Moi, en tout cas, je vais répondre à côté, mais quand j'écrivais le scénario, et que ce sujet-là était une nécessité, après, la nécessité d'un sujet, il vient par les personnages, en fait. Quand le personnage de Colline Morel a commencé à être consistant dans l'écriture du scénario, et que je l'ai recollé à cette préoccupation de la fin de vie, j'en suis passé par des premières étapes de scénario qui devaient finir en Suisse, où le personnage revenait près de ses frères pour mourir en Suisse. Le film se passe au Jura, donc il y avait une proximité. Et je résistais beaucoup à ça, parce que je trouvais que ça rencontrait pas, enfin c'était presque décevant, et ça rencontrait pas le cinéma que j'avais envie de faire, en fait. Je trouvais que c'était en deçà de la question de la mort et du choix de sa propre mort. Et j'ai repensé à ce moment-là je pense, à ce que j'avais... à ce dont j'avais pris connaissance au moment du premier tournage, le voyage au Groenland, par l'intermédiaire de Nico, mais avec Oli, je crois, et Martika. Enfin, on avait parlé, on avait évoqué de cette question dans certains villages, bon, même si c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand quelqu'un devient malade ou vieillissant et qui devient un poids pour la communauté, ils font ce choix-là de partir, mourir, et pour ne faire qu'un avec l'immensité du blanc. Et donc j'ai repensé à ça, et je me suis dit que le film et le projet de cinéma, il était là, il n'était pas ailleurs, quoi. Et j'ai commencé à écrire et à développer cette idée de fin, et en flippant beaucoup, parce que je me suis dit, je suis un occidental, je traite de quelque chose qui
un sujet qui est très controversé en France, en Europe, en Occident, et je vais amener un personnage qui va faire ce choix-là dans un film. Et donc là c'était à la fois effrayant et à la fois complètement excitant comme projet de cinéma, quoi. Donc en tout cas, voilà, cette fin et le destin de mon personnage est venu de cette réflexion-là. Et après, j'espère, et c'était vraiment le but du film, que le film à un endroit sera réussi si il rencontre des spectateurs qui comprennent le personnage de Colin et son choix, quoi, en fait. Et aussi sur la volonté de faire un film qui parle de la mort mais qui soit lumineux, quoi. Voilà, donc j'espère, et les premiers témoignages des spectateurs me confortent dans cette idée, et c'est très réconfortant pour moi aussi, mais c'était pas gagné. Voilà, mais en tout cas, ce film, l'expérience de ce tournage, l'expérience avec Nico, avec toute l'équipe, avec les comédiens, avec Blanche, me fait me poser énormément de questions, oui, et en tout cas, il y a un truc où je pense, j'ai de moins en moins peur, en tout cas, de ce sujet, de cette question-là, me concernant. Et en fait, tu peux pas, là-bas, si tu veux, la mort, elle est tellement présente partout. Je veux dire, une chute à l'eau, c'est la mort. Le froid, c'est la mort. Et que tu peux pas vivre avec la peur de la mort. C'est pas possible, parce qu'elle est tellement présente tout le temps, même, je veux dire, symboliquement. On tue un phoque, on le ramène au milieu du village, il est dépecé, donc tout le monde voit la mort partout, tu vois, le sang, un ours, l'ours quand il est tué au milieu du village, le beluga, il est dépecé au milieu du village, donc c'est pas comme ici où c'est complètement aseptisé. La dernière fois que vous avez vu un mort, c'était quand voilà, et donc là-bas, la mort, elle est présente partout, donc c'est pas du tout le même rapport, tu vois, qu'on a avec. Et moi, pour répondre à ta question, j'ai eu la chance d'être déjà mort. En 2001, j'ai eu un accident sur la banquise où je suis passé à l'eau en plein mois de février, moins 35, etc. Une expédition à ski, tu vois, un peu dans le style justement de Colline, voilà, tu vois, occidentale, quoi. Et effectivement, j'étais complètement gelé, j'étais en hypothermie, etc. Je m'en suis sorti par chance parce que je savais nager. Mais si tu veux, je suis passé vraiment près, et avec ce truc très curieux de, vraiment comme dans les films, avec un petit diable sur ton épaule, un petit ange de l'autre côté, le diable qui te dit, mais vas-y, repose-toi, allonge-toi tranquillement, et puis tu vas te reposer, puis tu vas repartir, et puis le petit ange qui te dit, te repose pas, vas-y, continue, cours, sauve ta vie, quoi. Et le truc, c'est que la mort dans le froid, elle est hyper douce. Et c'est presque maternel. Tu vois, la banquise, cette banquise, ce froid qui te prend comme ça, t'as pas mal. T'as jamais mal. Moi, j'ai les deux mains, les deux pieds gelés, au point où on m'a dit qu'on allait me couper les mains et les pieds. Hein. Mais en fait, t'as jamais mal. Donc, si tu veux, il y a quelque chose, et effectivement, c'est pas une légende, c'est-à-dire même jusqu'à très récemment, et même encore, ça arrive. Justement, le Krivitoq, c'est les esprits groenlandais qui sont dans la montagne, etc. Mais c'est aussi, ça désigne aussi ces gens qui se sentent un poids pour le groupe et qui partent, qui enlèvent le fourrage des bottes, si tu veux, et qui partent marcher comme ça sur la banquise. Donc sans fourrage, t'as les pieds, le froid qui rentre par les pieds, et puis au bout d'un moment qui te gagne complètement et tu meurs, quoi. Ouais, honnêtement, bon, avoir le cancer, ça me ferait chier. Mais voilà, c'est pas, tu vois, souffrir comme ça. Mais une mort dans le froid, je trouve ça assez beau. Ouais. Là, c'était bien filmé, ça donnait envie, hein, quand même. C'est un film de promotion. C'est une question qui peut paraître naïve. Ils ont de l'humour, enfin, quel est leur sens de l'humour, en fait? Quelle est leur approche de la vie? Et je pense qu'ils ont de l'humour. Enfin, c'est ce qui se dégage du film. Alors, juste pour répondre, effectivement, c'est énormément d'humour. Et de toute façon, c'est des gens qui... Alors, attention, hein, là où on tourne, c'est la Creuse du Groenland. C'est des gens hyper traditionnels, c'est des gens qui construisent leur kayak avec des palettes, si tu veux, pour aller harponner des narvals. Tu vois, avec des harpons à main. C'est vraiment hyper tradi, hein, quoi. Donc c'est une vision du Groenland qui est peut-être assez loin de nous que d'Ilulissat, des grandes villes du Groenland. C'est des gens qui sont extrêmement joyeux et qui vivent que dans le présent. C'est maintenant. Alors, même en groenlandais,
tu as un futur, je sais pas comment on dit chez nous, mais le futur simple, je crois, un truc comme ça, il est jamais utilisé. On n'utilise que le futur conditionnel. Si tu as un mot à apprendre, c'est Imara, peut-être. Tu vois, à chaque fois, là, on partait en bateau. Ah ben oui, non, mais il y en a pour 1 heure. Puis après, à la fin de la phrase, c'est Imara. Imara et Siku Kissimi, c'est-à-dire seule la glace. Donc, c'est pareil, la mort est tellement présente. Ils ont compris qu'ils ne contrôlaient absolument rien. C'est la nature qui décide. Tu vois, même quand tu disais la nature pour eux n'existe pas. Hein, ils sont la nature, tu vois. Donc, et tu décides tellement rien que, ouais, tu es forcément heureux, beaucoup plus heureux et donc très très joyeux. Alors, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, mais voilà, pour moi, c'est des gens vraiment très très joyeux. Ils sont extraordinaires, là, les deux, Dupont et Dupont Inuit. Là. Oui. Je ne sais pas où vous les avez trouvés, mais est-ce qu'ils manient déjà cet humour entre eux? Ah ben attends, mais l'humour, parce que justement dans la réalisation, tu en parles des problèmes techniques, des caisses à porter qui sont hyper lourdes et tout ça, mais je suis au Groenland, et puis j'ai mon frère qui fait le filtre de Sébastien lui demande un truc, et mon frère au téléphone me dit, bah, Nico, ouais, il faudrait que tu fasses un casting, là, pour casting des gens. En pas simple, quoi, tu vois, déjà, justement, trouver machin. Bon, alors, heureusement, tout ce que tu avais fait avant, tout le travail que Seb avait fait avant, il connaissait déjà des personnages qui l'avaient marqué sur place, puis ils me disent, pour moi, le truc, il y a Fred qui me dit, ouais, Nico, on aurait besoin, il faut que tu fasses un casting, il faut que tu trouves le rôle du médecin, c'est un peu compliqué, il faut que tu trouves un Groenlandais. Je dis, bon, ok. Donc déjà, sur les 900 habitants, ça en a mis 450. Ok. Un Groenlandais qui a un visage dur. Ok. Mais qui peut être joyeux aussi. Bon, ok. Faut qu'il soit petit. Bon, ok. Et puis, il va falloir qu'il parle un peu en français. Je me dis, waouh. Et puis là, le truc final. Ah oui, aussi, il va falloir qu'il chante les Champs-Élysées a cappella. Ah, je me dis, bah, c'est une blague ou quoi? Ils font une blague, sur un village de 900 habitants. Waouh, comment trouver ça? Et je contacte, je me dis, tiens, il y a un mec là que je connais, je le contacte, puis je lui parle de ça, il me dit, ah oui, ça me plairait bien, et tout. Et puis il me dit, je lui dis, par contre, il faut chanter un truc a cappella. Il dit, ah bon, mais c'est quoi? Je lui dis, envoie-moi le lien YouTube, quoi. Je lui envoie le lien YouTube, et là, il me rappelle, mais je sais pas, 2 heures après, et il s'était filmé, lui, en train de chanter les Champs-Élysées a cappella, quoi. Alors, j'ai envoyé ça, et eux, tout de suite, ce qu'ils m'ont dit, ah, c'est super, faut que t'en trouves 2 autres. Et c'est drôle, parce que c'était vraiment ça, et du coup, parce qu'en fait, ils sont assez timides aussi. En dehors de l'humour, on pourra y revenir très rapidement, mais moi, la première chose qui m'a frappé, c'est leur humour. C'est-à-dire qu'ils parlent évidemment pas le français, ils parlent pas anglais du tout. Donc il y a un endroit de communication où c'est possible, c'est la comédie et l'humour, c'est fou. Et en fait, un sens de l'humour que je rapproche totalement du sens de l'humour français, quoi. Enfin, c'est très étonnant, en fait. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose. Le premier acte le premier échange et relation avec eux, c'est le rire et la comédie. Et à partir de là, tout est possible, tout devient possible. Et par rapport à Hartman, donc c'était le seul qui avait répondu à l'annonce. Donc, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt un petit budget, même si c'est un budget assez conséquent pour moi. C'est-à-dire, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on n'avait pas les moyens de préparer le film, d'aller en préparation 3 mois avant pour trouver des comédiens sur place. Et d'autant que moi, je pensais tourner à Kuchlerschwag, quand je connaissais un peu par le film précédent. Mais donc du coup ça me rassurait, c'est pour ça que j'avais choisi là. Et bon, pour des raisons techniques, on a dû tourner avec Bernavik. Et donc là je connaissais personne, Nico connaissait un peu les gens là-bas, parce que c'est un endroit où tu passes pour aller à Kuchlerschwag et que tu connais bien. Mais donc on a fait une annonce, ils sont très réseaux sociaux, donc par Facebook, mais ça donnait pas grand chose en fait. Et le seul qui avait répondu c'était Hartman, donc qui a joué le rôle du médecin. Et donc ce que dit Nico, et voilà, il vous a raconté, c'est totalement vrai. Et quand je disais, moi en fait c'était pas du tout l'idée que je me faisais du personnage en fait. Et je le rencontre, et bon, je le trouve, voilà, il avait commencé à prendre les Champs-Élysées, et on se rencontre une première fois. Et donc on était là. Après le Jura, moi j'ai pris un avion 2 jours après. Nico était là 10 jours auparavant avec Dan,
le décorateur du film, et moi j'arrive avec le premier assistant, la directrice de production et le chef opérateur pour repérer tous les lieux et trouver tous les rôles secondaires, dont le rôle du médecin. Et donc il y avait déjà eu cet échange entre eux, et moi, pendant qu'on était en train de repérer, que Nico nous amenait dans des endroits où on risquait notre vie toutes les 3 secondes pour repérer les lieux, je recevais à peu près, mais je sais pas, 3 fois par jour sur WhatsApp, Hartmann qui se filmait en train de chanter aux Champs-Élysées, et je sais pas, et je pense que j'ai de quoi faire un album incroyable de reprise de Joe Dassin. Et au bout d'un moment, je me disais, mais c'est fou ce mec, et c'était de mieux en mieux au fur et à mesure. Il veut tellement le rôle, c'était tellement beau, et donc voilà, il s'est révélé exceptionnel. Mais je sais plus ce qu'il fait Hartmann dans la vie, mais évidemment, comme aucun des personnages n'est comédien dans le film. Il s'est révélé exceptionnel, moi je trouve. Ouais, mais tous les gars que vous voyez dans ce film, il n'y en a évidemment aucun qui est comédien. Hein. Enfin, je veux dire, à Upernavik, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas de route. Hein. Au Groenland, il n'y a pas de route entre les villages, il n'y a rien du tout. Donc tous ces gars-là, ils ont juste fait ça. Il n'y a pas de salle de cinéma au Groenland. Même à nous, il n'y en a pas. Donc faire du cinéma, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et Hartmann, alors lui, bon, en plus il a un passif, c'est un enfant qui a été abandonné. Et là, peut-être, si vous suivez un peu, il y a un scandale des enfants qui ont été envoyés au Danemark, etc. Lui, il a fait partie de ces gamins-là. Donc, complètement, voilà, et un peu perdu, quoi. Et donc, lui, il avait vraiment, c'était jouer au cinéma quelque chose d'extrêmement fort. Mais après, pour tous, hein, Uli, Martika, Anne-Maria, tout le monde, là, la fille que vous voyez qui joue l'infirmière et qu'on voit plusieurs fois là dans le film, c'est une des rares chasseuses de narval au Groenland. C'est-à-dire qu'elle harponne des narvals dans son kayak, voilà, avec un harpon à propulseur, etc. C'est juste des gens absolument extraordinaires et qui avaient envie de découvrir ça et qui avaient envie de parler. Et là, moi, je salue vraiment, et c'est pas parce que je suis là et parce qu'il me paye le déplacement, mais vraiment cette qualité chez Sébastien d'être capable. C'est pas facile justement de rencontrer des populations comme ça et d'aller au cœur et de reprendre vraiment ce qu'ils font. Les chansons qu'ils chantent comme ça, c'est pas des chansons que tu chantes pour les touristes. C'est des chansons hyper intimes, c'est de se confier de cette manière-là et d'apporter la confiance, la fête qui a été organisée. Tout le monde était là, tout le monde avait envie de participer à ce truc-là. Et bravo à toi. En tout cas, ce qui était complètement fou, c'est que, et je m'en suis rendu compte plus sur ce film encore que sur le précédent, parce que je découvrais, c'est que quand, évidemment, c'était difficile parfois, parce qu'il fallait leur traduire l'enjeu de la scène, et Nico était super pour ça, et il avait plein d'autres choses à faire, mais je voulais pas qu'ils jouent des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et à partir du moment vraiment où le tournage a commencé, chaque scène pour eux, j'ai l'impression qu'ils jouaient leur vie, quoi. C'était fou. Et je pense que ça a complètement déstabilisé aussi Blanche, Philippe et Bastien, déstabilisé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils étaient face à des gens qui jouaient leur vie devant eux, quoi. Et donc forcément, ça met un truc d'égalité et même un déséquilibre qui était hyper intimidant pour les comédiens français et qu'ils ont complètement accepté, qu'ils ont complètement transcendé aussi, eux. C'est hyper juste ce que tu dis là, parce que c'est vraiment, tu me fais réaliser un truc, c'est que je cherchais effectivement ça chez eux. Ce sont des chasseurs d'ours, chasseurs de narval. Ils partent 3 semaines tout seuls sur la banquise avec leurs chiens pour ramener un ours, pas pour le trophée, pour la nourriture, pour nourrir leur famille, nourrir le village, etc. Et ils sont dans la perfection en permanence, et tout le temps dans la perfection. Donc effectivement, c'est ça, c'est que tu leur demandes de faire un truc, ils sont à 100%. Et ça aussi, être dans le présent, on en parlait tout à l'heure, ils sont dans le présent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à se dire « Ah bah tiens, à projeter à l'avenir ou quoi », c'est maintenant, tout de suite, et je donne le maximum, et ils sont... Vraiment, c'est comme tu dis, ils jouent leur vie. Et ça me fait repenser, parce que bon, tu l'as vu aussi, on est en train de travailler sur un making-of du film, et il y a des scènes où ils ont les larmes aux yeux de trac avant de se lancer dans une scène, et ils sortent de la scène comme s'ils avaient, je sais pas,
Enfin, ils avaient passé le moment le plus risqué de leur existence, quoi, Ouais. en se lançant dans cette scène-là. Et c'était vraiment très bouleversant à voir, quoi. Ouais, c'est une sincérité qui est incroyable. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que dans le truc d'acteur où tu te dis, bah, le gars, il joue un rôle, quoi, tu vois. Mais là, il y a une sincérité chez eux qui est tellement forte, quoi. Tellement, tellement forte. J'avais en fait deux questions, une pour Monsieur Belvédé, c'est comment s'est fait le choix des acteurs, enfin des acteurs français, Blanche Gardin, etc. Et puis une pour Monsieur Dubreuil, comment est-ce qu'en étant à Paris, qu'est-ce qui peut motiver le fait d'aller vivre dans une région si inhospitalière? Enfin, vous avez un peu répondu entre-temps en parlant des gens qui vivent là-bas. Merci pour votre question. Je répète tout le temps la même phrase, mais voilà, c'est parce que elle est la vérité. En fait, si Blanche Gardin n'avait pas accepté ce rôle, je pense qu'il n'y aurait pas eu de film. En fait, je voulais vraiment que ça soit elle. C'était très important pour moi, pour plein de raisons. Enfin, ça paraît bête de dire ça de cette manière-là, mais j'avais besoin pour ce film de gens dont je me sentais extrêmement proche. Je la connaissais pas, Blanche, en fait, je ne connaissais pas avant le film. Mais ce que je pressentais d'elle, moi je crois beaucoup au pressentiment dans la vie et la façon dont on rencontre les gens et l'impression qu'ils te donnent, et même si beaucoup de choses sont dans les non-dits et dans les hors-champs, ce que je voyais de Blanche Gardin dans ses spectacles de stand-up, dans sa série aussi, beaucoup. Pas vraiment dans le rôle de cinéma qu'elle avait eu jusqu'à présent, mais je voyais qu'il y avait toute une partie d'elle qui appelait à ce genre de rôle, quoi, en fait. Bon, c'est peut-être naïf de penser ça, mais j'avais cette certitude-là qu'il fallait qu'on se rencontre. Après, je pense qu'avec Blanche, on croit beaucoup, tous les deux, on s'est rencontrés sur ça, sur les vertus de la comédie, et que la comédie comme un genre, comme un registre, peut-être le plus intéressant pour dire des choses essentielles et des choses assez métaphysiques, philosophiques. Voilà. Et donc, le fait qu'elle accepte le rôle était pour moi comme si j'avais fait la moitié du chemin déjà. C'est-à-dire que je crois beaucoup à ça, en fait, de faire... Après, c'est ma façon dont je voyais Blanche Gardin, et qui s'est révélée complètement exacte et au-delà de mes espérances quand on a commencé à travailler ensemble. Mais c'est comme si elle vient avec son univers dans le mien, et qu'à partir de là, on peut commencer à travailler et dépasser quelque chose, et dépasser un endroit qui est notre endroit commun. Et ça a été ça, le travail avec elle, c'était incroyable. Et à partir du moment où elle m'a dit oui, donc il fallait lui trouver une fratrie. Et la fratrie, qui était l'autre sujet du film, un peu très important pour moi, moi je crois, j'ai un peu cette certitude-là que les frères et les sœurs, en tout cas quand on est dans une famille où les âges sont assez proches, sont les personnes qui nous connaissent le mieux, ceux qui nous connaissent de la naissance jusqu'à la mort le mieux, mieux selon moi que nos parents, et mieux selon moi que l'être aimé qu'on a choisi, avec lequel on a choisi de vivre, de partager sa vie. J'ai un peu cette certitude-là depuis longtemps, et c'est pour ça que j'appréhendais le moment où je ferais un film sur cette question-là. J'ai toujours fait des films sur l'amitié, et je ne m'étais jamais lancé dans cette aventure-là. Et donc il y avait un enjeu à trouver le bon frère et la bonne sœur à Blanche Gardin. Et alors c'est pas la meilleure des réponses, mais moi je trouve que Philippe Catherine ressemble à Blanche Gardin. Et Philippe d'ailleurs me l'a confirmé, parce que d'ailleurs j'ai rencontré parce qu'il me disait que sa sœur ressemblait à Blanche Gardin, et je l'ai rencontré, et on a fait une avant-première à Nantes la semaine dernière, et c'était assez troublant. Et bon, voilà, mais bon, blague à part, si les gens se ressemblent physiquement, c'est pas pour rien non plus. Et je pensais, encore une fois, un pressentiment qu'ils allaient bien s'entendre, et qui ferait un frère et une sœur de cinéma absolument cohérents, et là encore une fois... ça a été le cas, et ça a été encore une fois au-delà de mes espérances. Et quand il a s'agi de trouver le petit frère, voilà, moi Bastien, j'avais une expérience, c'est mon 3e film qu'on fait ensemble. À chaque fois que je fais un film, j'ai envie de travailler avec Bastien Bouillon. Et voilà, donc c'est venu de manière naturelle, et j'avais pas envie de refaire le même, enfin de retravailler avec lui de la même manière. J'avais envie qu'il soit assez transformé, assez différent de ce qu'on avait vu de Bastien Bouillon
dans mon cinéma en tout cas, jusqu'à présent. Et donc voilà, il y a eu cette... Comment ils ont vécu leur expérience au Groenland, les trois comédiens? Ça a dû être pour eux aussi une véritable expérience. Ben, de manière complètement épanouie, enfin ça paraît bête de dire ça, franchement ils souffraient tous les jours, enfin tu pourras en parler, c'était très très dur. Moi j'avais même une forme de complexe de les embarquer dans cette galère-là. On les avait bien prévenus, on avait fait des réunions à Paris avec Nico, enfin voilà, mais se lancer dans cette aventure-là, ils avaient pas beaucoup d'intérêt pour ça, quoi, si ce n'est le rôle et la confiance qu'ils m'accordaient, quoi, en fait, et qui était un don incroyable. Et ils ont été super, c'est-à-dire qu'ils se sont jamais plaints, quoi. Alors qu'il y a eu des moments très très difficiles, très compliqués, et ils ont été exceptionnels. Philippe dit tout le temps que c'est son meilleur tournage, et ça me touche beaucoup qu'il puisse dire ça. Et Blanche, voilà, ce tournage a vraiment bouleverser sa vie, en fait. C'est pas, enfin, j'aime pas parler à sa place, mais c'est elle qui le dit, et elle est retournée là présenter le film à Anouk, et elle me disait que quand ce que tu dois vivre très souvent quand il va, mais quand elle était en avion, elle a commencé à voir la banquise au-dessus d'elle, elle s'est mise à sangloter, même plus que ça. Et je comprends tellement, en fait, t'as tellement de la chance de vivre ça. Pardon, j'ai été long. Non, mais moi, pour moi, ce que j'ai vu d'eux, c'est qu'ils ont été retournés, quoi. Si tu veux, en particulier Blanche, avant le tournage, qui est venue chez moi, en France, parce qu'elle voulait apprendre le groenlandais, parler groenlandais. Il y a quand même des passages où elle parle groenlandais, elle dit vraiment des vraies phrases et tout ça. Mais au-delà de ça, elle avait envie, elle a... elle aime beaucoup l'ethnologie, etc. Donc elle voulait vraiment se confronter. Tu découvres énormément de la culture avec la langue. Donc c'est des gens. Alors pour moi, si tu veux, l'acteur c'est toujours une bête un peu spéciale. Bon, c'est la main d'œuvre de Seb, donc je vais pas en dire du mal. Mais ouais, c'est toujours des gens, forcément, qui se prennent pour quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, c'est leur boulot. Voilà. Eux, ils sont d'une sincérité incroyable, et ça a matché avec les Groenlandais de manière... Philippe Catherine qui fait des bœufs comme ça le soir, avec les Groenlandais, Blanche qui était complètement retournée justement par ces gens qu'elle rencontrait, qui étaient juste eux-mêmes, quoi, tu vois, qui trichaient jamais, qui sont hyper sincères, qui vivent l'instant présent. Voilà, on l'a récupéré plein de fois, mais en larmes. Tu vois, au-delà effectivement du fait qu'ils ont supporté aussi le froid, la faim, les trucs, tu vois, je veux dire, la bouffe, quoi, tu vois. Voilà, des fois, t'as pas le choix, quoi, tu vois. Là, c'est du phoque, voilà, c'est des nouilles chinoises, voilà, il n'y a rien d'autre, quoi, tu vois. Oui, je voulais revenir sur le thème de la mort. Est-ce qu'il croit en l'au-delà? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que sur 1000 habitants, il y avait 450 Groenlandais. Non, pardon, je voulais dire, parce qu'ils cherchaient un Groenlandais. Donc, sur 900 habitants, il y avait 450 hommes, 450 femmes, quoi. C'était juste ça, quoi. Et effectivement, ils ont une... Alors ça, c'est hyper compliqué, et c'est juste aussi pour répondre un peu à la question que tu posais, pourquoi je suis allé là-bas, et pourquoi je suis autant marqué, tu vois. C'est parce que ils te font aller dans des zones où toi, tu t'imaginais même pas un instant pouvoir pénétrer là-dedans. La mort, effectivement, hein, dans la cosmogonie inuit, au sens général, c'est-à-dire Alaska, Nunavut, Groenland et même sibérien, il y a un au-delà, il y a un esprit, mais au quotidien, il y a un esprit dans toute chose. Dans la salle où on est, la chaise, Sébastien, moi, vous, mais aussi dans les choses immatérielles. C'est-à-dire la relation, par exemple, vous me posez une question, dans cette relation-là, il y a un esprit dans toute chose, les esprits sont partout, et les esprits sont en équilibre. Et ces esprits-là,
Alors c'est compliqué, parce que là, tu as l'impression, quand tu commences à parler de ça, tu te dis, alors, on va me prendre pour un gourou, un brin de zinc ou quoi. Non, non. Et en fait, pas du tout, parce que à partir du moment où déjà tu admets ça, qu'il y a un esprit dans toute chose, ben, tout d'un coup, ta place dans l'univers, elle est complètement différente. C'est-à-dire pour eux, ce que je disais tout à l'heure, la nature n'existe pas. La nature, le mot nature, en groenlandais, ne se dit pas. Tu ne peux pas dire la nature. Ça n'existe pas. L'homme, la nature, c'est la même chose. L'homme fait partie intégrante de ça, quoi. Et ces esprits sont partout. Et justement, notamment, le Krivitok, c'est un esprit qui est dans les montagnes et qui, pendant longtemps, moi, je voulais en voir. Je voulais voir un Krivitok, tu vois. Je me disais, bon, c'est la chair du Yeti. En même temps, Yeti, j'y crois pas une seconde. Tu vois, moi, j'ai une formation, j'ai une thèse en informatique. Tu vois, pendant 10 ans, j'ai été maître de conf en informatique. Tu vois, quand ça marche pas, bah, tu éteins ton ordinateur et tu redémarres. Tu sais que c'est le seul truc. Voilà. Donc tu crois pas en Dieu, je crois en rien, à part en moi, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je crois en rien. Sauf que cette espèce de légende absolument incroyable, bon, je me disais, c'est curieux. Attention, hein, tu peux, à Anouk, il y a des gens qui portent plainte au commissariat contre des Krivitok. Tu as un papier, voilà, il y a un Krivitok qui m'a fait ça, quoi. Bon, évidemment, les Danois passent au-delà, mais en tout cas, il y a ça. Et si tu veux, à un moment, je leur dis, voilà, on va aller dans des endroits qui s'appellent les Nunanutaats, c'est tous ces endroits où les glaciers sont reculés. Les glaciers sont reculés, en 30 ans, ils ont reculé de 60 km. Donc, ils ont libéré ce qu'il y avait en dessous, des nouvelles terres, Nunanutaats, les nouvelles terres. Et ces terres, ben, on ne sait pas ce qu'il y a. Et puis, elles n'existaient pas du temps de leurs parents. Donc, pour eux, c'est des lieux un peu tabous. Et ils disaient, ben là, on peut voir des Krivitok. Un truc de dingue, quoi. Je me dis, bon, on organise une expédition, on part en traîneau, etc., en hiver, on y va, et je te raconte ça, tu vas voir, c'est juste factuel, hein, c'est pas rien, quoi. Voilà, on dort sur la banquise plusieurs jours, tout ça, et un soir, donc quand tu dors sur la banquise, tu mets des tentes, comme on a vu là sur les traîneaux, puis tu as les chiens qui sont entourés, qui sont autour, pour protéger les ours. Voilà, c'est la nuit, puis on dort tous dans la tente, collés les uns aux autres, etc. Et là, pendant la tente, tout d'un coup, il y a Ouli, que vous avez vu là, qui me réveille et qui me dit, Nicolas, écoute. Et voilà, je réveille, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas un bruit. Donc d'habitude, tu entends toujours les chiens. Enfin, je veux dire, nous, on était 5 traîneaux, ça veut dire centaines de chiens, quoi, autour du camp. Donc tu as toujours un chien qui gueule, tu as toujours du bruit. Et là, pas un seul bruit, quoi. Donc évidemment, on prend tout de suite les fusils, on les charge, parce que tu te dis, il y a un truc bizarre, quoi. On sort de la tente, et là, je t'en parle, j'ai la chair de poule. Tu as tous les chiens qui sont, pas debout, mais sur leurs pattes, quoi, qui regardent tous au même endroit, les oreilles comme ça, sans un bruit. Même endroit. Moi, je vois ça, et là, Ouli me dit, bah, là-bas, regarde. Et moi, en fait, si tu veux, comme un con, tu vois, je sors mes jumelles, appareil photo, je prends des photos, etc. Et puis, tout d'un coup, bah, les chiens, ils se rassoient, ils se barrent, ils se bagarrent, etc., quoi. Et là, Ouli qui me regarde et qui me dit, ben voilà, il était là, ton Krivitok. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas, tu regardes pas qu'avec les yeux, quoi. Tu vois, le fait que les chiens, tous, étaient là, ben, il y avait quelque chose, quoi. Ah là là, ouais, c'est incroyable. Bon, libre à vous d'y croire ou pas. Ouais. Bon, on l'a filmé en même temps. Voilà, en même temps, il a réussi à le filmer. Et d'ailleurs, Nicolas, ça fait combien de kilomètres, par exemple, de Rouen à ton endroit où tu vis? Pas tant que ça. Pas tant que ça. De Rouen à Couche-Lorsoir, ça doit être 4500, un truc comme ça. Oh, bah ça va. Ouais. Il y a une église dans le village. Et qu'est-ce qui est pratiqué comme culte? Ils sont protestants, majoritairement protestants, mais, donc ça c'est les Danois, évidemment, la colonisation danoise qui a amené le protestantisme, mais ils gardent toujours ils sont très animistes. Voilà, il y a toujours ça qui a... Par contre, c'est compliqué d'en parler, parce qu'ils ont été très... sévèrement réprimandés, voilà, pour pas plus qu'il y ait de chamans,
Voilà, il y a toujours, dans le village, il y a toujours des chamans, dans tous les villages, il y a des chamans, mais personne n'en parle, et tu dois pas dire que tu es chaman. Voilà, donc, voilà. Mais ils sont protestants, voilà, par devoir, on va dire. Et aussi, est-ce que vous avez projeté le film aux Inuits, aux participants l'ont-ils vu? On n'a pas pu y retourner encore dans le village pour leur montrer, mais il y a 2 semaines, Blanche était à Nuuk pour le Festival international du film de Nuuk, où le film était sélectionné et je ne pouvais pas y aller parce que j'étais en tournée. Blanche a été représenter le film et Oli et Martika sont descendus de Couche-leur-Soir pour aller montrer le film à Nuuk, donc ils l'ont vu. Bon, le seul malheur dans cette histoire, c'était que c'était pas traduit en groenlandais, donc c'était traduit en sous-titré anglais, donc ils en ont vu voilà, ce qu'ils pouvaient en voir. Mais en tout cas, tu peux plus en témoigner parce que tu as eu Oli et Martika depuis, et en retour, moi j'ai un retour d'expérience par Blanche, mais... Oui, alors pour eux, ils sont comme des fous, hein, quoi. Là, à Nuuk, ils étaient hyper fiers d'avoir participé à cette aventure, d'avoir réussi, du produit final, etc., et de ce que ça racontait. Puisque moi, j'aurais traduit, évidemment, tout ce qui se passait dans le film. Mais là, moi, je retourne au Groenland en juillet. En juillet, n'importe quoi. En février, mars, avril, mai. Et donc là, on va sans doute présenter le film, justement, dans tous les villages pour montrer cette collaboration. Parce que pour moi, c'est la première fois où la culture inuite, tu vois, elle est dans toute sa modernité, et à la fois sa tradition, elle est montrée et partagée avec d'autres. Pour moi, c'est extrêmement réussi, ça. Et tu vas faire une traduction, il va y avoir un sous-titrage? Bah oui, il faut qu'on en discute, c'est compliqué, parce que, mais oui, on aimerait bien. Pourquoi vous n'avez pas mis une VO inuit pour nous traduire en fait les paroles de la chanson qui est assez longue Ouais. On aurait aimé connaître un peu le contenu des échanges. Et puis une question à M. Dubreuil, alors les Inuits vivent l'instant présent uniquement. Le problème avec le dérèglement climatique, c'est que ça va effectivement, ils sont les premiers concernés par la fonte des glaces, et ça va les toucher durablement et sur des générations. Comment est-ce qu'ils voient cette question? Alors vite fait sur cette première question, en fait, quand j'écrivais et quand j'avais pris cette décision que la mort de Colline, ça serait celle-ci, il y avait quelques séquences dialoguées à partir du moment où les frères décident de l'accompagner jusqu'à la fin. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je gommais les dialogues au fur et à mesure. Je trouvais que ça n'avait aucun sens, en fait. Aucun mot n'était à la hauteur de l'enjeu et de la relation, en tout cas, fraternelle à ce moment-là et avec eux. Et en fait, l'idée de la chanson, est au moment du casse-croûte, dans une des étapes du dernier voyage de Colline Morel, j'ai pensé à l'idée de cette chanson parce que pendant les off du tournage, comme disait Nico tout à l'heure, on se retrouvait et ils chantaient beaucoup, et moi j'avais déjà eu cette expérience sur le film précédent, Voyage au Groenland, comme quoi le chant était quelque chose d'absolument essentiel. Et alors je me suis posé la question de traduire, et alors je crois que cette chanson-là, je sais qu'on avait hésité avec une autre chanson qui était une chanson... enfin, en tout cas, tu me contredis si je dis des bêtises, mais la plupart des chansons qui chantent sont liées à la mort, mais pas de manière, encore une fois, pas de manière triste, mais comme un hommage, ou comme un... Il y avait Oli qui avait une chanson sur son frère mort, c'est ça, et qui était une adresse de la mère au petit Oli, lui disant de faire attention, de ne pas mourir comme son frère. Donc c'est toujours des chansons où, cette chanson qui est dans le film, je pense que c'est ça, mais j'ai un doute, qui raconte l'histoire d'un couple dont la femme est morte et l'homme qui vient se
sur la tombe de son épouse défunte. Et c'est des chansons qui sont pas du tout, qui sont portées par une lumière en fait. Et voilà. Et donc je me suis posé la question. Je me disais peut-être ça peut être intéressant, la même réflexion. Et en même temps très vite, je me suis dit qu'il fallait absolument pas que c'était un contresens de traduire ces paroles, parce que je crois qu'à ce moment-là, après c'est comment dire, des questions de cinéma. Et de point de vue, je pense que c'est important d'être comme les deux frères à ce moment-là, que le spectateur soit à la place des frères. Et donc dans une espèce d'incompréhension, et je pense que le don que font Oli et Martika à ce moment-là envers les frères et envers Colline, qui est la seule qui peut comprendre ces paroles-là, il est suffisamment fort et il n'a pas besoin de sens en fait. Enfin du sens en tout cas, du sens précis des paroles. Et voilà, mais en tout cas, la vraie réponse à votre question, c'était que c'était très important de se retrouver dans cette position-là. Et donc, on a essayé, je pense qu'on a tourné deux versions de cette séquence, une séquence sans chanson et une séquence avec chanson. Et au montage, ça m'a semblé, l'émotion qui se dégageait de ce moment-là, me semblait être complètement en adéquation avec le parcours de Colline. Et d'ailleurs, je trouve que tu as vu extrêmement juste, parce que cette chanson, effectivement, elle raconte l'histoire, alors elle n'est pas complète, mais tu vois, d'un couple, la femme est morte, et ce qu'elle raconte surtout, c'est l'importance d'être en groupe. L'importance d'être en groupe pour vivre ça, et de la continuité, de la fluidité, de voilà, la mort, c'est la continuation de la vie, quoi, voilà. Et donc, effectivement, elle raconte énormément de choses, cette chanson aussi. Tu vois, il y a un moment, il y a des yodel, je crois que c'est yodel on dit ça, là, yo, là, comme ça, et ils font un peu ça, et tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas du tout groenlandais, tu vois. Et en fait, ce que ça raconte aussi, et d'ailleurs les danses qu'on voit, vous avez vu ces danses qu'il y a, tu te dis, mais attends, mais c'est une espèce de bourré auvergnate, c'est ça qui est hyper fort, c'est que pour eux, c'est des chansons traditionnelles. C'est un peuple, alors parmi les peuples de l'Arctique, c'est vraiment très spécifique au Groenland, mais qui a complètement accepté l'autre. C'est-à-dire que, pourquoi vous entendez des gens chanter, vous allez vous dire, mais ça ressemble à des chants polynésiens. Vous voyez les danses, ça ressemble à des danses irlandaises, là où les gars sont en train de faire ça, et puis hyper sérieux, etc. Ben ouais, ben en fait, c'est les baleiniers, les premiers baleiniers qui sont arrivés là-bas, premier contact avec les Groenlandais, et qui sont arrivés là-bas en 1800, et les Groenlandais se sont dit, mais attends, ces chants, c'est super beau, ces danses, c'est génial, hop, on adopte. Putain, quelle culture au monde est capable d'absorber la culture de l'autre comme ça pour se la réapproprier. Donc ça raconte aussi, voilà, énormément de choses à ce niveau-là, à quel point eux, voilà, tu vois, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobie, le statut de la femme il est égalitaire par rapport au statut de l'homme. Ça paraît comme ça un peu idyllique, mais forcément, dans des toutes petites communautés comme ça, quand tu as des villages, il y a des villages encore, il y a 40 habitants. Le Groenlandais qui s'occupait beaucoup des traductions sur le film, qui était mon assistant, il vient d'un village de 40 habitants. Quand tu as 40 habitants dans ton village, si tu n'acceptes pas l'autre, bah tu meurs. Voilà, donc tu es obligé d'accepter l'autre, tu es obligé d'intégrer la culture de l'autre. Donc c'est pour ça que cette chanson, alors je trouve ça hyper beau ce que tu dis, effectivement, voilà, qu'on se retrouve comme les deux frères, mais la réalité, je pense que ta sensibilité, tu as dû ressentir ça, et effectivement, elle raconte énormément de choses. Et je me souviens plus du tout ce que tu voulais me poser comme question. Pour le dérèglement climatique. Ah oui, pour le dérèglement climatique, alors c'est une super bonne question. Je vais raconter une toute petite anecdote. Je fais une expédition en kayak, je suis au Groenland, j'ai une énorme traversée à faire, enfin une énorme... Il faut que je kayak toute la journée, tu vois, pour traverser un fjord qui est vachement grand. Donc je me méfie un peu, tu vois, il fait un temps de merde. Je vais voir un pêcheur qui est au port et je lui demande en groenlandais, je dis là, demain, là, à ton avis, toi qui connais le coin, il va faire beau? Et il me dit ouais, demain il va faire beau. Bon, ok, je pars. Je vois quand même des nuages bien noirs, tu vois, il est le soir. Je dis c'est quand même bizarre, je retourne le voir, et je dis non mais c'est demain là, demain il va pleuvoir, il va y avoir du vent. Il me dit ouais, demain il va pleuvoir, il va y avoir du vent. Ah, je dis non mais attends, tu viens de me dire qu'il allait faire beau, puis il me regarde comme ça, il fait tu verras demain. Voilà. Donc si tu veux, il y a vraiment une culture du présent qui est très forte,
Et alors tous les reportages que vous voyez, là je vous dis un truc, faut pas le dire aux autres, hein, quoi. Tous les reportages que tu vois à la télé, c'est que des conneries, quoi, sur le réchauffement climatique. Quand ils interviewent des Groenlandais, ils s'en foutent. D'abord, eux, dans un petit village comme Couche-Lord-Swark, même si effectivement la glace est plus fine, etc., mais ils sont dans l'adaptation complète par rapport à nous. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te dire, tu leur dis, ouais, mais attends, dans 10 ans, tu vois, les glaciers reculent, dans 10 ans, il y aura peut-être plus de banquise. Et ils diront, bon, on ira en bateau. Tu vois, c'est hyper désarmant, si tu veux. Ils sont pas, tu vois, ils sont pas du tout dans le catastrophisme. Donc, et pourtant, hein, eux, ils sont en première ligne. Hein. C'est là où les effets sont les plus forts. Hein. Mais eux, ils s'adaptent tout le temps. Oh, il n'y a jamais rien de grave parce que de toute façon, ils pensent qu'à aujourd'hui, quoi. Alors, ce qui pose beaucoup de problèmes autres, tu vois, parce que par exemple, ils n'ont jamais d'argent. Tu payes quelqu'un, on les paye sur le film. Ils ont terminé le tournage, tu les payes. T'es sûr, c'est claqué dans l'heure. Tu vois, mais au casino de au casino de Couche-Lord-Swark. Mais par contre, voilà, ça leur permet aussi d'appréhender la vie d'une manière hyper apaisante. Quoi. Ouais. Trump a du souci s'il veut les américaniser. Alors Trump a pas mal de soucis, Trumpy, il l'appelle, pas mal de soucis à se faire, effectivement. Mais d'ailleurs, même les Danois, tu discutes avec des Danois, ils vont tous te dire, non mais les Groenlandais, c'est des feignants, quoi. Bon, quand tu ramènes des lignes de flétans par moins 35 sur la banquise, tu es loin d'être un feignant. Mais ils ne fonctionnent pas comme nous, ça a été une des difficultés sur le premier tournage qu'on a fait. L'enfer, où l'actrice principale, Benedicta, on devait tourner, tout d'un coup je la vois avec un sac à dos et qui part vers l'héliport. Je vais la voir, je dis, mais attends, mais tu fais quoi là? Elle dit, ah ben là je pars, je vais à Upernavik. Et je dis, non mais là on tourne dans 1 heure, là, quoi. Elle me dit, ah oui, non, mais moi je pars. Mais je dis, c'est pas possible. Tu vois, il n'y a rien. Par exemple, moi j'avais qu'une trouille, pendant le tournage, c'est qu'il y a des narvals. Ben, t'as des narvals, les mecs, tout le monde se barre. Il n'y a plus rien, quoi. Tu vois, moi je me souviens une fois où j'étais au magasin à Couche-Lord-Swark, j'étais au magasin. Tout d'un coup, il y a un mec qui rentre, qui fait « Crie la louquette, crie la louquette, crie la louquette !» Il se barre, tout le monde se barre. Le caissier, le directeur du magasin, le mec de la poste, tu te retrouves tout seul dans le magasin, et tu comprends pas ce qui se passe, tu sors dehors, ils sont tous partis à la chasse, quoi. Il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien que l'instant présent, et voilà. La musique, j'ai beaucoup aimé la musique du film, et je voulais savoir, apparemment, qui étaient les compositeurs, comment vous avez bossé avec eux, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'ils s'étaient inspirés du Groenland, enfin s'il y avait un petit côté mystique, mystérieux, des instruments, enfin je sais pas, comment avez-vous travaillé avec eux, parce que ça se mariait incroyablement avec les images et le milieu inuit. Enfin. Par rapport à la musique, moi mes précédents films, j'avais plutôt utilisé des musiciens qui travaillaient demandé à des musiciens qui travaillaient plutôt dans la musique électronique, et j'avais envie du contraire pour ce film-là. J'avais envie, parce que ça rejoignait, comme vous le présentez, un peu la thématique et le sujet du film, j'avais envie qu'on entende les instruments, qu'on entende les musiciens jouer, j'avais envie d'acoustique sur ce film. Et donc j'ai fait appel à une formation à géométrie variable, enfin, c'est 3 personnes qui sont à la base d'Ensemble Zéro, mais qui peut s'adapter en fonction des projets, en faisant appel à des musiciens venant un peu du monde entier. Voilà. Et un des musiciens d'Ensemble Zéro, c'est Sylvain Chauveau, qui est un ami très proche, un musicien que j'affectionne particulièrement et qui avait fait la musique de mon tout premier film, qui s'appelait Nuages. Et voilà, il a cette formation en parallèle. Et voilà, et après, on avait... en fait, j'adore leur musique depuis très longtemps. Et c'était vraiment la question de l'acoustique. Et après, on avait des références un peu monstrueuses, très intimidantes, qui étaient Ennio Morricone ou Sakamoto, enfin, ce genre de... Enfin, moi, j'aime la musique de film qui s'entend, qui se... Oui. J'ai vraiment un problème avec la façon dont, très souvent, la musique du film est utilisée... dans les récits des films comme du sound design en fait, et je trouve que c'était par rapport à un film qui parle autant de l'humain, il fallait que les instruments s'entendent et que voilà. Et après ça a été moi je travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire que
je demande aux musiciens de travailler une première version de leur musique sur le scénario sans voir aucune image. Donc c'est les premiers à lire le scénario, en tout cas c'est les premiers à voir ensuite une première version du film, l'ours, et puis toutes les étapes du film. Donc à partir du moment où ils ont livré un ou deux thèmes, c'est un aller-retour incessant entre la salle de montage et le studio de musique où ça évolue perpétuellement. Et après il y a eu cette idée qui est venue au cours du montage, qu'ils reprennent à certains moments une chanson inuite, qu'ils le réinterprètent, ou les Champs-Élysées par exemple, qui est aussi réinterprété par eux dans la scène qui suit. Donc voilà, mais ça c'est des choses qui se passent un peu au moment du montage, quoi. Et juste pour revenir, c'était surtout sur ta question, c'est la chanson et la musique, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, souvent, comme cadeau, tu offres une chanson. Ouais, tu vas chanter à... Voilà, tu es chez quelqu'un, ben tu lui chantes une chanson et c'est un cadeau que tu fais. Moi, je me souviens, ma femme, j'étais au Groenland et il y a la première ministre à l'époque du Groenland qui vient en France, qui ne savait pas où loger. Donc on lui prête notre appartement à Paris. Et puis quand elle part, ben le truc est fait, elle dit merci à Tiffaine, ma femme, et elle se met devant elle lui chante une chanson. Elle me dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais le premier ministre qui était devant moi, qui me chantait une chanson. Ah ouais, voilà, ça me changerait un peu là. Hein. Ça, oui, pour le coup, ça colle bien avec l'actualité. Mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important d'offrir une chanson. Et comme tu le disais, effectivement, Woolly, sa mère, les enfants, la mère en général, crée une chanson pour chaque enfant. Et des chansons qui sont effectivement la chanson d'Woolly, la chanson qu'il a, parce qu'il a perdu un de ses frères qui est mort, qui est tombé à l'eau et qui est mort. Et la chanson dit Woolly, surtout ne t'approche pas de la mer, parce que ton frère va venir t'emmener avec lui, etc. etc. Et puis Catherine, il s'est inspiré, il a fait des sons un peu, non? Non, mais il a été complètement impressionné par eux. Mais c'est des folkeux en fait. C'est vraiment c'est fou et du coup il y aura un 45 tours des deux musiques de Wally Martika qui sortira à peu près en même temps que la musique du film. Et voilà. Impatient de voir tout ça. Et j'avais une question. Il y a pour les enfants, il y a une école, il y a des trucs, comment ça se passe? Oui, il y a une école à Couche-Lorsoir, qui a eu Pernavik, il y a des écoles, et en fait, ça c'est un truc très bien fait des Danois. Chaque village, tu as une école, tu as un centre médical. Alors, centre médical, attention, hein, dans les grandes villes, c'est un hôpital. Dans les petites villes, c'est une infirmerie. Et à Couche-Lorsoir, c'est quelqu'un qui a déjà été à l'hôpital. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci à KLB.